Jean-Marc Tanguy, bonjour. Bonjour. Qu'y a-t-il de nouveau avec cette coalition Sahel ? C'est d'abord beaucoup plus d'intégration dans le commandement et c'est peut-être une des dimensions qui pouvait pêcher. Désormais, non seulement les opérations sont concentrées dans la zone du Liptako et du Gourma, les deux zones qui posent problème aujourd'hui dans le centre du Mali, mais donc les gens se parleront beaucoup plus et la préparation, ce qu'on appelle la planification des opérations, sera beaucoup plus intégrée, tout comme la conduite. Mais un commandement unique entre Barkhane et le G5 Sahel, c'est possible ? En tout cas, sans doute une sorte de grande table autour duquel les gens auront comme des jetons de présence, un peu comme pour un jeu de poker, et chacun devra venir avec ses atouts pour évidemment gagner la partie, puisque c'est bien ça le but. On a bien senti que le président était prêt à mettre des moyens en plus, 220 militaires de Barkhane en plus dans les semaines qui viennent, mais par contre, c'est vrai que ça ne se fera pas sans contrepartie. Et quelle sera la principale contrepartie ? C'est d'accepter justement cette idée de commandement unique pour que les choses aillent dans le même sens et au même moment. Et peut-on imaginer ce commandement unique à Gao, par exemple, là où sont la majorité des forces françaises Barkhane ? Ce serait assez logique puisque vous avez déjà un commandement tactique qui est assez bien outillé dans cette base. Il y a une capacité à accueillir encore du monde. C'est vrai que ça ferait pas tellement sens que ces opérations soient conduites évidemment depuis la France, depuis un autre endroit du Sahel ou évidemment depuis le Tchad où aujourd'hui l'opération Barkhane est pilotée par un état-major de plusieurs dizaines de Français. N'Djamena étant loin du fuseau-centre. Exactement. Après la mort de 13 soldats français le 25 novembre dernier, Emmanuel Macron envisageait ouvertement l'hypothèse d'un retrait de Barkhane. Aujourd'hui, au contraire, il annonce un renfort de 220 militaires français. Comment faut-il comprendre cela ? Disons qu'à l'époque, il a fait ce que fait tout joueur de poker, c'est-à-dire qu'il n'a pas laissé deviner ses intentions. Je pense qu'il n'était pas dans ses intentions de retirer le dispositif. Ceci dit, c'était une façon d'attirer l'attention aussi des chefs d'État africains et de leur faire comprendre que toutes les options étaient réellement sur la table. Ce plan de renforcer les effectifs de Barkhane était de façon dans les tuyaux depuis un certain temps, puisqu'on voyait bien que la situation s'aggravait et on n'imaginait pas que la France puisse se retirer ou rester sur le dispositif actuel. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que ces dernières semaines, depuis en effet cette collision tragique, Barkhane a quand même concentré ses moyens à un niveau qu'on n'avait pas forcément vu jusqu'à maintenant, et notamment ses moyens aériens. Voulez-vous parler d'avions, d'hélicoptères ou de drones ? Alors c'est un peu de tout ça en fait. Ce qu'il faut remarquer, c'est que dans les derniers jours de décembre, la France a concentré des chasseurs sur la base de Niamey, où il y a en temps normal déjà un certain nombre de Mirage 2000. Elle en a fait venir d'autres de sa base de N'Djamena, où ils étaient un peu moins utilisés pour l'opération Barkhane dans le fuseau-centre. Donc le fait de les prépositionner à Niamey permettait d'obtenir une meilleure permanence de vol ou de pouvoir traiter plusieurs crises en même temps, puisqu'on a vu que les djihadistes manifestement se concertaient entre eux pour réaliser des attaques assez importantes et parfois des attaques assez simultanées dans le temps. On avait plusieurs attaques sur l'espace de 24 à 48 heures. Donc pour ça, il fallait avoir des moyens d'abrasion, donc des Mirage 2000D, des chasseurs, mais également cette nouvelle capacité de drone armé que la France a fait valider à la mi-décembre et qui a servi au moins à 3 reprises depuis cette date, dans cette zone du Liptako-Gourma. Alors tout cela, Jean-Marc Tanguy, n'a pas empêché les djihadistes de frapper très fort une nouvelle fois. C'était jeudi dernier sur le camp nigérien de Chinégodar. 89 soldats nigériens tués. Comment expliquez-vous que quelques semaines après Inates, les djihadistes soient encore en mesure de frapper si fort ? Alors moi, j'ai pas de précision particulière. Ce que je sais, par contre, le fait un petit peu nouveau, c'est qu'il y a eu une réaction assez rapide de la part des alliés du Niger, notamment des alliés américains et français, puisque une frappe assez importante et coordonnée entre un drone Reaper américain et une patrouille de Mirage 2000D des chasseurs de l'armée de l'air française a pu, en contrepartie, frapper assez durement les djihadistes. Ce qui expliquerait la mort de 77 djihadistes jeudi dernier à Chinégodar. Exactement. L'essentiel de ces pertes aura été causé par des frappes aériennes françaises et américaines. Vous parlez des Américains. Le ministre américain de la Défense et son chef d'état-major, le général Milley, annoncent une réduction de la présence américaine en Afrique de l'Ouest. Alors c'est en effet une menace qu'ils ont fait planer, mais ce qu'on ne sait pas aujourd'hui précisément dire, c'est ce que font réellement les Américains dans la zone sahélienne. Moi, je serais bien en peine de vous dire précisément ce que font les Américains, par exemple, dans la zone des 3 frontières. On a vu l'autre jour que donc un de
leur drone Reaper a servi à désigner des cibles à une patrouille de Mirage 2000D française, que manifestement ce même drone a également tiré des munitions, mais il n'est pas sûr que ce soit un cas de figure qui soit très régulier dans cette zone des trois frontières en fait. Ce qu'on sait, c'est qu'on a une évaluation qui m'a été donnée il y a quelques semaines. Les Américains en fait concourraient au fonctionnement de Barkhane à hauteur de 45 millions de dollars. Donc ça concerne aussi bien des vols de drones que des vols d'avions de renseignement, que des prestations d'avions de transport pour la relève des troupes par exemple, que du ravitaillement en vol. Et c'est la somme en fait de ces quatre grandes activités qui coûterait aux États-Unis 45 millions de dollars par an. Donc s'il y avait un effacement de l'effort américain ou une réduction de l'effort américain, ça aurait en effet un impact sur ce que fait la France aujourd'hui. Néanmoins, il faut aussi prendre en compte le fait que la France a réussi à intéresser des Européens à ce qui se passe dans cette zone des trois frontières, ce qui n'était pas le cas il y a encore 6 mois. On n'aurait jamais imaginé que dans le courant de l'année 2020, des forces spéciales européennes vont se déployer dans cette zone des trois frontières. Et pour conclure, pensez-vous que ce sommet a été un tournant stratégique ou pas ? Clairement, il y a une dimension électrochoc, on le voit bien de toute façon dans la manière dont le président burkinabé lui-même, qui était un peu le porte-parole de ses 4 autres homologues, a présenté les choses. Manifestement, il y aura un avant et un après sommet de Pau. Le sommet qui a eu lieu hier soir a clairement posé les choses de façon différente. Sur l'aspect purement militaire, les choses prennent quand même un autre tour. Voilà. Jean-Marc Tanguy, merci.